Thierry Laurent Pellé, bonjour et bienvenue dans ce grand angle de la matinale de Géopolitique Profonde. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ? Ça va bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, il faudra faire attention entre les questions et les réponses et que je puisse, ça sera surtout pour moi, pour ne pas avoir à vous interrompre en matière de questions. Ça va bien, et c'est le dernier jour de la semaine. La semaine prochaine va être particulièrement vivante, agitée, puisque ce sera à partir de mercredi matin le début des résultats des élections présidentielles aux États-Unis. On remercie Terence pour nous avoir accompagnés avec d'autres, avec Paul Ruin, avec Philippe Kersanti, avec Nicolas Conquer en particulier, qui nous ont accompagnés finalement pour préparer ces élections, pour vous informer au mieux, sachant qu'évidemment, on approfondit dans les grands angles, on reste dans l'écume un peu sur la revue de presse, et puis on va approfondir avec quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet, qu'il le vit. Encore une fois, on n'a pas affaire à un toutologue, on a affaire à quelqu'un qui connaît, parce qu'il y était. Thierry Laurent Pellé, c'est quelqu'un qui, en tant que chef d'entreprise, espion malgré lui, parce qu'il a vécu en Ukraine, et puis il a vu ce qui s'est passé à Maïdan, il a regardé les choses, non pas sous le prisme de nos médias mainstream, de nos chaînes d'infos en continu, mais je l'ai vu de mes yeux vus. Non, ça, c'est voilà, formule que j'affectionne. Alors, il y a vraiment un décalage. Je vais essayer j'essaierai autant que faire se peut dans cette interview de faire des questions extrêmement courtes pour ne pas que nos paroles ne se chevauchent pas, Thierry. Donc, on va parler entre autres des suites de Kazan. On va continuer à disséquer Kazan. Kazan, c'est pas seulement la capitale du Tatarstan, de la République du Tatarstan. C'est surtout le dernier sommet des BRICS qui s'est déroulé la semaine dernière. Et donc, nous allons évidemment parler de cela sous un versant, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, plutôt dans un premier temps, tout du moins, économique, financier, CBDC, on va parler de tout ça. Et puis, petit à petit, on ira vers les conflits périphériques, parce que Thierry Laurent Pellé connaît aussi, évidemment, ce qui se passe en Géorgie, en Moldavie, on vous en a parlé un petit peu. On reparlera, si c'est nécessaire, évidemment, de l'Ukraine et de l'effondrement actuel du moral des troupes ukrainiennes. Et pas seulement la société civile, mais aussi les militaires. Et puis nous terminerons peut-être aussi cet entretien parce qu'il connaît bien Thierry Laurent Pellé, entre autres avec le général Vallely, qui est un de ses correspondants aux États-Unis, connaît bien la situation américaine. Donc on va essayer de profiter au mieux de son expertise. Alors Thierry Laurent Pellé, tout de suite, première question, je dirais, sur les BRICS. Sur l'affrontement entre le SWIFT et puis ce qu'il va y avoir de l'autre côté, ces paiements internationaux, et puis l'identité, pas l'identité, mais le paiement électronique par les banques centrales, de ces dangers, de tout cet aspect-là, et de ce que révèlent Kazan et les BRICS. Mon cher Thierry, je vous écoute. Nous vous écoutons attentivement. Alors, dans un premier temps, je voudrais faire un tout petit résumé de la situation qui a amené à l'affrontement de ces deux blocs. Coup d'État néo-nazi, 2014 sur Maïdan, financé par l'Union européenne, les États-Unis, Soros. Juncker le remercie d'ailleurs en lui faisant un chèque de $1 milliard pour organiser l'immigration africaine en Europe. S'ensuit une épuration ethnopolitique, journalistique et religieuse, l'indépendance de la Crimée, la rébellion du Donbass avec les accords de Minsk qui ont suivi le début du conflit. Un conflit gelé sous Trump, et d'ailleurs à ce propos, juste avant les élections de 2016, j'avais rencontré une des colistières de Donald Trump au Train Bleu à Paris en présence de 2 députés européens, et je leur avais expliqué un petit peu ce qui s'était passé sur la place Maïdan et ce qui en avait suivi. On se rappelle que Kissinger disait que l'Ukraine, c'était la ligne rouge des lignes rouges, il ne fallait pas toucher. Et aujourd'hui, avec l'émergence d'une nouvelle classe de multimilliardaires que j'appelle la globaligarchie, qui est issue bien sûr du Bilderberg, qui ont mis en place en fait la globalisation de l'économie en distribuant la production, ce qui a permis à la Chine en fait de monter en puissance.
La suite a été qu'ils ont voulu instaurer ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial grâce à des organisations transversales qui sont contrôlées par les Bill Gates, les Soros, les Schwab, etc., etc. Ils ont d'ailleurs mis en place une organisation qui s'appelle la Young Global Leader et ils ont pu placer à la tête d'un certain nombre d'États tous leurs pions de telle manière à ce qu'ils puissent contrôler en fait la géopolitique mondiale, notamment avec Trudeau, Macron, Sandu en Moldavie, Petkov en Bulgarie. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le programme ESG, c'est-à-dire Environmental Social Governance, et ils travaillent sous 4 axes, dont bien sûr l'axe financier qui amènera à l'instauration de CBDC, et nous en parlerons après l'introduction du sommet des BRICS. Alors, le sommet des BRICS. Alors, que s'est-il passé ? Dans un premier temps, il faut comprendre une chose, c'est que le conflit ukrainien a déclenché en fait la fédération de tout le Grand Sud par la Russie pour pouvoir contrer les sanctions financières qui lui ont été appliquées. Alors, sanctions financières qui avaient été préparées au préalable par le Rand Corp Institute, qui est basé en Californie à Los Angeles, et que les Européens ont appliqué à la règle parce que la provocation de Vladimir Poutine dans le Donbass avait été programmée pour pouvoir détruire l'économie européenne afin de séparer la Russie de l'Allemagne qui devenait extrêmement menaçante pour le monde anglo-saxon et notamment pour l'économie américaine. Et bien sûr, le but du jeu étant de détruire l'euro pour pouvoir réinstaurer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Depuis l'avènement de l'euro, dans les années 2000, on a vu que la réserve en dollars a diminué de 72% vers 58%. Et ça n'arrange pas les États-Unis. C'est la raison, enfin, c'est une des grosses raisons de la provocation qui a été mise en place et qui a donné lieu donc à ce fameux conflit. Donc, la Russie s'est organisée en fonction de tout ça et ça s'est passé à partir des années 2016 jusqu'aux années 2022. Et il faut comprendre une chose, c'est que la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire la nouvelle route de la soie, ce projet a été insufflé par Vladimir Poutine à Xi Jinping, qui a monté une banque qui s'appelle Asian Infrastructure Investment Bank, qui gère aujourd'hui un asset de 2 trilliards de dollars et qui permet de monter des infrastructures pour pouvoir joindre l'Afrique vers l'Amérique du Sud afin de favoriser les échanges internationaux, et bien sûr de développer le commerce et l'hégémonie de la Chine. Alors, pour ce faire, il a fallu d'abord mettre en place des mécanismes financiers dont SPFS, qui est le nouveau système de gestion bancaire au sein de la Russie. Et ça a été mis en place pour une seule raison, c'est de permettre aux Criméens de pouvoir accéder aux services bancaires. Parce que, à partir de 2015, lors de la réassociation de la Crimée à la Russie, ce qui s'est passé, c'est que l'Occident a imposé des sanctions aux Criméens qui n'avaient plus accès au SWIFT. Donc, de ce fait, ils n'avaient plus de service bancaire. Moi, j'ai visité la Crimée puisque j'étais invité au Forum économique international de Yalta par Natalia Poklonskaya, qui était la députée de Crimée. J'ai donc rencontré Sergei Gladjev, qui est le conseiller économique de Vladimir Poutine, et aujourd'hui ministre de la Commission eurasiatique, et qui a commencé à introduire la notion de token électronique qui serait indexé sur l'or. C'est d'ailleurs une conversation que j'avais eue avec lui pendant le sommet. Alors, il se trouve que pendant ce sommet, en 2019, j'ai assisté à une réunion dans la dacha de Nikolai II où j'ai pu constater qu'un grand nombre de chefs d'État qui venaient d'Amérique du Sud et d'Afrique discutaient de la dédollarisation qui était à mettre en place pour pouvoir s'affranchir des contraintes que les États-Unis imposaient, notamment
grâce au dollar avec l'externalisation du droit américain du fait de l'utilisation de leur devise. Et donc, c'est une forme de militarisation de la devise. Alors, j'ai regardé un petit peu les pays qui sont considérés comme partenaires, qui sont au nombre de 13 qui ont été élus pendant le sommet de Kazan. Au sein des BRICS, oui. Voilà, le sommet des BRICS. Et j'ai étudié un petit peu l'ethnodémographie des BRICS. Alors, Ouais. ce dont on s'aperçoit, c'est que le monde orthodoxe constitue environ 160 millions de personnes, avec la Russie et Ouais. la Biélorussie. On a presque 300 millions de catholiques avec le Brésil, la Bolivie, le Cuba et l'Ouganda, aussi surprenant que ça puisse paraître. Nous avons un petit peu plus de 1,1 milliard de musulmans, avec l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, Turquie, Algérie, Indonésie, Malaisie, Nigeria, Kazakhstan, Ouzbékistan. À noter que la demande de Erdogan à participer aux BRICS est quand même un point de bascule extrêmement important et en même temps très ennuyeux au niveau de cette association géopolitique économique. Pourquoi? Parce que la Turquie fait partie, bien sûr, de l'OTAN. Elle a été refusée au niveau de l'Union européenne pour des raisons qui sont évidentes, puisque ça fait partie quand même de la Centrasie. Et bien sûr, il y a Rien ne leur le fait bloc. peur aux européistes. Thierry, rien ne fait peur à Van der Leyen et aux européistes. Ils sont prêts à accepter à peu près n'importe qui, puisque cette Union européenne a d'Europe et du respect de la civilisation européenne que vraiment que le nom. Mais je vous laisse continuer. Juste une petite incise. Alors, nous aborderons ce sujet d'ailleurs à propos de tous les conflits qui sont en train de se développer un petit peu tout autour de cette association. Et bien sûr, nous avons donc, pour revenir à cette histoire d'ethnographie, la Chine et l'Inde, c'est-à-dire en fait toute l'Asie avec le Vietnam et la Thaïlande, qui constituent 3 milliards de personnes. Donc, quand on regarde un petit peu la constitution des BRICS, on s'aperçoit que c'est un bloc avec quelque chose comme 23 pays qui représentent 4,7 milliards d'individus sur cette planète et qui ne sont pas représentés au niveau des institutions internationales, puisqu'à l'ONU, vous avez les membres permanents qui devraient ouvrir des sièges à soit la Chine, soit l'Inde, soit les deux, de telle manière à ce que la représentation mondiale soit un peu plus équilibrée. Cette gouvernance mondiale, cette demande des BRICS d'une nouvelle gouvernance mondiale, c'est un des points les plus chauds du sujet justement BRICS Occident. Alors, je vais y venir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Antonio Guterres a été invité pendant le sommet des BRICS, parce que cette cascade diplomatique très, très intelligente de Vladimir Poutine a permis à Guterres de se rendre compte des différents développements que les BRICS avaient mis en place pour structurer une approche, je dirais, organisationnelle, internationale, qui pourrait contrer en fait ce qui existe aujourd'hui. C'est pas une menace, c'est juste une exposition de ce qui serait possible. Et ils ont travaillé en fait sur plusieurs axes. Et je vais insister sur un axe qui n'est pas très important au niveau, je dirais, influence, mais qui quand même est significatif de ce qui est en train de se passer. La Russie a subi des sanctions qui ont fait que leurs athlètes n'ont pas pu participer aux Jeux Olympiques de Paris, alors que l'essence des Jeux Olympiques, c'est de ne pas faire de politique. D'ailleurs, ça n'a posé aucun problème à qui que ce soit de participer aux Jeux de Munich en 1936 sous Hitler. Ça, il faut le noter. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les Jeux des BRICS en juin. Et 80 pays ont participé à cet événement qui a été un véritable succès. Donc, il y a un signal qui a été envoyé
au niveau des instances internationales en disant attention, on peut faire en sorte qu'on ne participe plus à vos jeux. Et en regard de la cérémonie d'ouverture, je voudrais quand même signaler à nos auditeurs que j'ai eu une conversation avec un des conseillers du Premier ministre de Malaisie, juste Ouais. après la cérémonie. Il était furieux. Mmh. Et d'ailleurs, le Premier ministre malaisien a fait une déclaration dans la presse en disant que c'était inadmissible de voir ce qu'il avait pu voir pendant cette cérémonie. Ça a été la même chose en Indonésie. Donc, le monde musulman, aujourd'hui, s'est élevé contre l'LGBTisme globalisé qui a été proposé pendant cette cérémonie, qui était une véritable honte et une insulte à la culture et aux Français. Voilà. Alors, il travaille aussi sur d'autres angles, notamment les banques de développement, okay, qui est la contrepartie du FMI, sachant bien sûr que les moyens financiers sont quand même beaucoup plus restreints. Aujourd'hui, la NDB, c'est-à-dire New Development Bank, gère un asset de 100 milliards de dollars, équivalent bien sûr, afin de pouvoir permettre aux pays émergents de pouvoir se développer, et notamment avec une grosse focalisation sur l'Afrique. Donc le signal est envoyé, c'est-à-dire regardez ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous affranchir, on est toujours ouvert à travailler avec vous, mais c'est à vous de vous adapter en fonction de la nouvelle dynamique démographique et de pouvoir géopolitique. Alors, les BRICS ont décidé de mettre en place une plateforme de trading de matières premières. Et ça, c'est pivot. Les accords de Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 47-48, stipulaient que toute matière première devait s'échanger en dollars dans le monde entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de pouvoir acquérir une matière première, il fallait convertir sa propre devise en dollars et donc, de ce fait, supporter la dette américaine. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où il y a une demande de devise, on peut émettre de la dette et donc imprimer du dollar puisqu'il y a une demande. Et ce qui fait que ce mécanisme implémentait intrinsèquement une inflation due à la devise. C'est-à-dire, si vous achetez une devise étrangère, vous faites monter cette devise et de ce fait, la vôtre est complètement diminuée. Et si vous voulez acheter à partir de votre devise d'autres biens ou d'autres services, eh bien, dans le pays émetteur de dollars, ce qui va se passer, c'est que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà. Donc, ils ont décidé de mettre aussi cette plateforme pour éviter les spéculations. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les matières premières sont échangées sur le New York Stock Exchange et qu'un certain nombre d'acteurs de la chaîne d'approvisionnement profitent et font de la spéculation pour pousser les prix à la hausse et faire un maximum de bénéfices. Alors, j'avais introduit le fameux système SPFS qui a permis à la Russie de fonctionner, qui a été démocratisé aux échanges avec la Chine, et ils ont mis en place un système qui s'appelle le système MIR. Ils ont aussi travaillé sur ce qu'on appelle les BRICS Pay. Alors, ils ont une application qui permet en fait à n'importe quel individu dans le monde de pouvoir utiliser son propre portefeuille de devises afin d'alimenter un compte et d'utiliser ce compte grâce à une application très simple d'utilisation dans tous les pays BRICS à partir du moment où les acteurs sont certifiés. Il commence à discuter d'une devise électronique. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, et nous allons rentrer en détail et la comparer à ce qui se fait avec un CBDC. Mais l'approche essentielle qui a été mise en exergue, ça a été l'approche diplomatique. Et il y a eu un coup d'éclat qui a été exposé par le fait que l'Inde et la Chine ont pu s'entendre sur une dispute de frontières et qui fait que cet espace des BRICS devient une espèce d'espace diplomatique
qui, par l'exemple, montre qu'on peut arriver à résoudre certains problèmes de géopolitique par la discussion et pas par la force, comme c'est en train de se déployer un petit peu partout en Europe. Alors, je voudrais apporter quand même, avant de discuter des CBDC, de ce que moi j'appelle les DDC, c'est-à-dire en fait Distributed Digital Currency, il faudrait porter une vision sur qui sont les BRICS et quels sont Thierry Laurent Pellet, je vois le temps dérouler. Il n'est pas facile avec ce décalage de vous poser des questions, mais j'interviens quand même à ce moment-là du débat pour rappeler qu'il nous reste 40 minutes et qu'on ne pourra pas dépasser. Donc, on peut pas. L'introduction doit à un moment donné, on doit aller dans les détails et me permettre de vous poser un certain nombre de questions. Mais je vous laisse dire ce que vous avez à dire et après, on pourra peut-être continuer. Enfin, on continuera. Mais ça va être très, très rapide. Hein. Aujourd'hui, dans les 10 membres des BRICS, on a les 6 top 10 producteurs de pétrole. Avec les 13 associés en tant que partenaires, il y aura les 8 premiers producteurs de pétrole dans le monde. Ça veut dire que ces gens-là contrôlent en fait l'énergie. Et si on regarde... Mais Thierry, sur ce point précisément, par exemple, l'Arabie Saoudite, c'est pas clair du tout. D'ailleurs, ils ne sont pas venus aux BRICS. Alors, oui, il y a une influence américaine. Vous avez raison de le noter, et nous allons ouvrir une petite parenthèse. L'Arabie Saoudite a quand même envoyé son Premier ministre. Et si Ben Salman n'est pas venu, c'est parce que il y a des rumeurs disant qu'il y aurait eu peut-être une tentative de coup d'État et qui fait que Ben Salman est resté sur place. Il y a eu le même problème avec la Turquie. Erdogan est venu à Kazan et il est reparti immédiatement parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État et il a été obligé en fait de gérer ce problème-là. C'est pas le premier. En 2016, on se rappelle, pendant l'attentat de Nice, la CIA avait organisé un renversement de pouvoir en Turquie parce que Erdogan commençait à se détacher petit à petit de ses astreintes otanesques. Et il avait fait geler l'utilisation des missiles nucléaires qui étaient basés sur la base américaine en Turquie. Donc ça a posé un problème, ce qui fait qu'ils ont voulu le renverser. C'est Vladimir Poutine qui l'a renseigné sur ce qui était en train de se passer, et c'est la raison pour laquelle il a pu contrer ce coup d'État. Là, il a eu affaire à la même chose, parce qu'il a émis le souhait de rejoindre les BRICS, alors qu'il fait partie d'une alliance qui est antinomique avec ce qui se passe au niveau des BRICS. Alors qu'en fait, les BRICS, ce n'est pas une association géopolitique agressive, c'est une coopération entre États qui permet en fait des échanges économiques en fonction des intérêts de chacun des pays. C'est une approche complètement différente. C'est sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont majoritaires dans le monde en production de blé, de viande, de gaz, de pétrole, de charbon et de ressources hydriques. Donc ça veut dire que ces gens-là possèdent en fait toutes les clés de l'économie mondiale. Le blé, par exemple, c'est presque 54% de la production mondiale, et donc ça représente un asset de 120 milliards d'euros tradés par an. Et nous allons donc venir à notre histoire de devise. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une devise? Une devise, il faut d'abord essayer de comprendre un peu les mécanismes. C'est un vecteur basé sur la confiance, reconnu, servant aux échanges locaux ou internationaux, mais c'est aussi un instrument d'influence géopolitique servant les intérêts nationaux ou supranationaux en devenant des outils de militarisation, de sanctions par externalisation du droit, comme j'ai exposé au départ. Alors, l'intégration économique, c'est le facteur principal d'utilisation d'une devise commune. Le support d'échange en monnaie locale entre certains pays fait beaucoup de sens quand la demande bilatérale est équilibrée. Et on le voit entre la Chine et la Russie. La Russie fournit tout ce qui est matières premières et surtout énergie avec le gaz et le pétrole à la Chine qui est en pleine expansion.
Alors que la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur donne en fait accès aux biens de consommation, à certaines technologies, notamment dans l'électronique, qui fait que la balance commerciale entre ces deux pays est complètement équilibrée et s'évalue à, alors en 2023, on était à 450 milliards par an, on est passé à 600 milliards. Comparons maintenant ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont accepter de trader en renminbi? À aucun moment, les États-Unis accepteront d'acheter du renminbi pour pouvoir accéder aux biens de consommation qui sont produits par la Chine, qui sont utilisés aux États-Unis. Donc, Oui. de dire que le dollar va s'effondrer parce qu'une monnaie électronique des BRICS va être émise, c'est une erreur monumentale et majeure. Vous avez raison. Tout dépend, bien sûr, de l'intégration économique des différents acteurs et, bien sûr, de la façon contractuelle dont ces relations sont établies. OK? Alors, maintenant, venons-en au parallèle entre le CBDC et les DDC. Alors, Oui. qu'est-ce qu'un CBDC? C'est une monnaie électronique centralisée, contrôlée par une banque centrale qui va permettre des échanges, mais sous contrôle. C'est-à-dire que d'un point de vue programmatique, vous pouvez mettre des règles qui fait que, en fonction de la nature transactionnelle, vous pouvez bloquer l'accès au portefeuille lui-même. Donc, ce n'est plus une transaction de banque à banque entre votre fournisseur et vous-même, fournisseur de services ou de biens, c'est une transaction qui peut être contrôlée par un organisme qui vous autoriserait à utiliser votre monnaie ou pas. C'est absolument catastrophique. Et d'ailleurs, je vais en venir à ce qu'un des conseillers à la Maison-Blanche, sous Donald Trump, disait pendant une conférence avec Rand Paul, c'est le colonel McGregor, dont je fais partie de son réseau d'ailleurs. Mmh. Il disait, c'est très simple, la Banque centrale américaine doit comprendre une chose, CBDC interdit. Et il faut qu'ils prennent en considération le fait que nous sommes armés. Le message a été extrêmement clair. Et Donald Trump est sur la même lignée. Il ne veut pas de contrôle de la monnaie par un organisme qui n'a rien à voir dans les mécanismes de transaction entre un client et son fournisseur. La BCE veut implémenter ce type de mécanisme parce que l'idée ne vient pas de Christine Lagarde, je la connais bien. On imagine. Le genre d'individu qui soit suffisamment intelligent pour mettre en place ce genre de truc. Ça a été imposé par la globaligarchie, c'est-à-dire à travers le web. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'est en train de proposer les BRICS à travers ce qu'on appelle le Unit Ecosystem. Donc, c'est une monnaie qui va s'appeler Unit, qui a été mise en place, qui a été développée par deux entrepreneurs financiers, un chinois et un russe, Sobotin et Yuan. Ils ont mis en place un mécanisme de panier dans lequel il y aurait 40% d'or et 60% de devises étrangères, sachant que la règle est que chacune des devises ne doit pas dépasser plus de 30%. Donc, ça permet une espèce de balancement entre différents vecteurs qui permet en fait d'absorber les fluctuations de marché. Ceci dit, ça pose quand même un problème, c'est que une devise évolue toujours en fonction d'une autre, et en fonction des devises que vous allez mettre dans votre panier, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle un rééquilibrage annuel. Donc, c'est pas quand même évident. Et je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec un haut cadre russe, que je ne nommerai pas ici d'ailleurs, c'est qu'il faut mettre en place un pourcentage qui serait basé sur un index transactionnel pour valoriser en fait la monnaie électronique. Donc, on n'aurait plus un stablecoin, on aurait un coin qui serait évalué en fonction de son utilisation et ce qui permettrait en fait au grand public de pouvoir participer à la plateforme elle-même en la finançant et en étant rémunéré comme une espèce de système de caisse d'épargne, mais avec un taux un peu plus élevé. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le DDC, c'est que c'est un système distribué. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'organisme qui va regarder ce que vous voulez acheter, ce que vous ne voulez pas acheter. Et c'est un système qui va se distribuer
en propageant la valeur de chacun des buckets. Alors, il y a quand même un problème administratif dans cette histoire, c'est qu'il faut garantir la valeur du panier qui a été constitué. Oui. Et là, il faudrait qu'ils mettent en place une organisation qui puisse le faire et qui soit capable, en fait, de garantir la valeur du panier lui-même. Alors, quand on regarde un petit peu d'un point de vue géopolitique ce que ces gens-là proposent, c'est qu'on a affaire en fait à une monnaie alternative mondiale apolitique qui permet de s'affranchir de contraintes comme la Russie a pu, auxquelles la Russie a dû faire face, notamment avec ces fameuses sanctions. Okay. Apolitique, on peut réellement dire, Thierry Laurent Pelé, apolitique, ce qui est proposé par les BRICS? Alors, apolitique de leur sens. Oui. Bien sûr, politique d'un point de vue de la balance géopolitique externe. Ouais. C'est-à-dire, ils montrent au monde, écoutez, nous, on peut s'affranchir de vous. Maintenant, c'est à vous de vous adapter de telle manière à ce qu'on puisse collaborer ensemble et qu'on puisse établir une forme d'équilibre. Ça peut se faire, ça? Vous qui connaissez les deux côtés, est-ce que vous croyez que ça peut s'envisager? Ah, alors ça, c'est une question très intéressante qu'on m'a posée hier, puisque j'étais en conférence avec Général Valéry, avec un ancien juge fédéral et un ancien conseiller de la Maison-Blanche sous Donald Trump. Et on m'a posé la question, on m'a dit, comment Donald Trump va pouvoir se positionner en regard de la dynamique qui a été mise en place par les BRICS? Et la première des choses que je leur ai dit, c'est il faut rétablir la confiance. Aujourd'hui, on a un gouffre qui s'est établi entre deux blocs. Et en regard de la dynamique psychologique, et notamment au niveau de l'Europe, qui sont devenus de plus en plus agressifs, on a une défiance qui a été établie qui fait que, avant de pouvoir mettre en place une coopération, il va falloir que les gens recommencent à se faire confiance. Et ça, c'est pas donné. Ça, c'est si Trump l'emporte. Mais si c'est Harris? Alors là, les problèmes vont commencer et c'est l'objet du prochain développement. Oui, ça sera la conclusion. On terminera sur les élections américaines. Voilà, alors mais en tout cas, moi, j'émets quelques doutes sur la faisabilité, en tout cas, d'un commerce économique, financier. Enfin, économique, il existe, mais financier, pourquoi pas. Mais à mon avis, il va y avoir des révisions déchirantes. Peut-être d'ailleurs, surtout pour l'Occident. Alors, ça passera. Alors, non seulement il y a la confiance à rétablir, mais les États-Unis ont un problème gigantesque, c'est leur dette. L'émission. Est-ce que là, Thierry Laurent Pelé, juste une intervention à ce moment-là, est-ce que, vous le savez bien, c'est cette blague qu'avait entre autres relayé Bernard Tapie à un moment donné, quand vous devez à votre banquier 150 €, vous ne dormez plus la nuit. Mais lorsque c'est 150 millions d'euros, c'est lui qui ne dort plus la nuit. Ceux qui détiennent cette dette, est-ce que c'est pas eux qui devraient surtout s'inquiéter, plus encore que les États-Unis? Notamment les Européens, puisqu'on est les plus grands possesseurs de la dette américaine. Et c'est une des raisons pour laquelle les Européens ont été contraints à appliquer les sanctions, parce que leur intérêt financier est dans le même panier. Ils ont mis un œuf dans le même panier. L'Union européenne et les pays européens possèdent 7,6 trilliards de dollars de dette américaine. Vous imaginez un petit peu. Et si la le Chine système américain s'effondre, c'est terminé pour l'Europe. Ça, c'est sûr. Mais les BRICS, enfin l'ensemble de ce que représentent les BRICS, en termes de pourcentage, la Chine, je ne parle pas de la Russie, l'Inde, combien de pourcentage de la dette américaine détiennent-ils? Vous le savez, ça? Alors, les Chinois ont été avertis, enfin, Xi Jinping a été averti par Vladimir Poutine que de toute façon, le conflit allait devenir inéluctable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se sont préparés au niveau financier. Et juste après avoir reconnu les républiques du Donbass, puisque les accords de Minsk n'ont pas été respectés et que de toute façon, l'Union européenne ne voulait pas les faire respecter, parce que le but du jeu, c'est de faire effondrer la Russie à travers un conflit
afin de mettre la main sur toutes les ressources en Russie et surtout établir leur nouvel ordre mondial en plaçant une marionnette à la tête de la Russie, eh bien, ils ont été avertis que ce conflit allait exploser et les Chinois se sont séparés de 850 milliards de dollars de dette américaine. Donc, en fait, ils ont divisé leur risque quasiment par deux. Oui, quand même. Oui. Les Russes possèdent quasiment plus de dette américaine, en tout Vous cas savez. de ce qui a été gelé. Ça doit représenter un asset de 150 milliards, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, il n'y a quasiment plus rien. Ah oui. Les plus gros possesseurs, ce sont les Européens. C'est une trahison absolue par les dirigeants européens de leur propre peuple et de leur nation et de leur intérêt supérieur. C'est incroyable. Ah, mais c'est pire que ça. Je pense que ces gens-là doivent être Jugé. traduits pour terrorisme économique, puisqu'ils sont en train de détruire notre économie et nos modes de vie. Voilà. Si vous préférez, c'est comme si on avait déclenché un conflit avec les gens qui nous fournissent tout le matériel nécessaire à pouvoir supporter notre économie. Mais c'est de la folie totale. D'ailleurs, j'en discutais avec le président du Forum économique de la région Danube, auquel j'ai participé plusieurs fois. Et je peux vous dire une chose, parce qu'il est en contact avec les plus gros industriels allemands et autrichiens, c'est qu'il y a une colère parmi les tycoons de l'industrie qui est en train de monter de manière significative et qui fait que Scholz est assis sur un baril de TNT, il est prêt à se faire virer. Voilà. Alors, quand on regarde l'image globale de cette histoire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que j'avais regardé la projection du FMI en regard de la représentation PIB mondial des BRICS et versus le G7. Alors, il y a environ 2 ans, il projetait que en 2025, le PIB des BRICS représenterait quelque chose comme 29-30% du PIB mondial. Or, il se trouve qu'on est en 2025 et ça représente presque 36%. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont arrivés à se structurer, ils sont arrivés à s'organiser, à mettre en place des échanges internationaux absolument colossaux grâce à de la coopération et ils ont supplanté complètement le G7 qui aujourd'hui représente moins de 30%. C'est 29,60. Okay. C'est les mêmes chiffres que donne le général de Lavarde. Ouais. Voilà. Alors, j'aimerais faire un petit parallèle sur l'approche que l'Union européenne a prise de différents faits versus celle que les BRICS ont mis en place. Au niveau structure, on a au niveau européen une gouvernance. Au niveau des institutions, vous voulez dire, au niveau de l'organisation politique. Oui, organisation politique, organisation financière, monétaire, géopolitique, économique, surtout les aspects de la gestion. Entre la prison des peuples qu'est l'Union européenne et le monde multipolaire des BRICS. Nous vous écoutons, Thierry. Oui. C'est exactement ça. Alors donc, au niveau de structure, on a une gouvernance lourde et contraignante au niveau de l'Union européenne, puisque si on veut en sortir, c'est une usine à gaz. D'ailleurs, les Anglais sont bien détachés de ce bloc-là, pour une raison bien précise, c'est que Boris Johnson a poussé au conflit Zelensky de telle manière à ce que l'Union européenne soit détruite et qu'il puisse en fait continuer à gérer la finance, puisque toutes les places financières aujourd'hui, elles sont gérées à Londres. Il n'y a plus rien au Palais Brognard, il n'y a plus rien à Milan, il n'y a plus rien nulle part. Alors, on a une gouvernance en Europe qui est centralisée, exclusive et par mandat, alors que chez les BRICS, il n'y a pas de centralisation, il y a une alternance de présidence. Niveau financier, nous avons une banque centrale, ils n'ont pas de banque centrale, ils ont juste une banque de financement de projets en fonction, bien sûr, des intérêts de chacun. La monnaie, bien sûr, l'euro versus, c'est une monnaie locale qui est liée à chaque pays.
Monnaie digitale, on vient d'en parler, donc on a un euro numérique de contrôle avec une unité token type distribuée. En termes géopolitiques, en Europe, on a une géopolitique centralisée, vassalisée et agressive qui est liée bien sûr à la possession de la dette américaine, alors que de l'autre côté, on a une distribution de la géopolitique qui est basée sur une flexibilité et de la diplomatie. Regardez ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les BRICS. Vladimir Poutine est arrivé à mettre en place un consensus entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, alors que c'était un point brûlant de l'Asie centrale. Et on en parlera bien sûr dans la deuxième partie. Au niveau de l'agriculture, nous avons une approche de kolkhoz qui favorise bien sûr les grands groupes américains, puisque regardez ce qui se passe en Ukraine, 42% des terres arables ont été achetées après modification de la législation par la Rada, par les groupes de Cargill, de DuPont, de Monsanto, et bien sûr, l'Union européenne est en train de vouloir détruire l'agriculture en Europe pour pouvoir la pousser vers des pays où le coût d'exploitation sera moindre, par contre avec beaucoup moins de contrôle au niveau écologie, au niveau standard, etc. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs de ne pas acheter de produits venant de l'agriculture ukrainienne pour une raison, c'est le conflit. Et toutes les terres sur lesquelles se sont développés les combats ont été polluées par des explosifs, notamment dans la région de Khmelnytsky, où il y a un dépôt de munitions à uranium appauvri qui a explosé, et tout ce qui est autour, dans un rayon de 100 km, a été pollué avec des produits radioactifs. Alors, ça concerne quel produit, qu'on sache quand même, Thierry Laurent Péry? Ça peut être le blé, ça peut être le maïs, ça peut être tout ce qui est légumineux, les pommes de terre, et bien sûr tout ce qui est, comment on dit, poultry, c'est le gallinacé, puisqu'ils sont nourris avec des grains, et des graines qui sont empoisonnés radioactifs. C'est absolument... bah oui. Déjà qu'ils sont lavés à la javel. Surtout aux États-Unis. Alors donc, ensuite, l'expansionnisme, on voit un expansionnisme européen qui est forcé à but de contrôle, alors que côté des BRICS, c'est sous forme de volontariat par souscription. C'est-à-dire que les gens sont libres de rentrer et de sortir, comme on l'a vu, bien sûr, avec l'Argentine. Au niveau sociétal, on a une imposition de modèle sociétal européen inclus intrusif, alors qu'il n'y a aucune ingérence. Au niveau des BRICS, c'est chacun chez soi. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Juridique, en Europe, on est sous influence de contrôle externe avec la CEDH, qui a un droit préemptif sur les droits de chacun des pays européens, et ça pose des problèmes de friction absolument épouvantables, notamment avec la Hongrie qui refuse l'immigration. Et ils ont raison. Alors que le juridique au niveau des BRICS est lié uniquement pour gérer les échanges économiques. Alors, le but de l'Union européenne, en fait, c'est une espèce de EURSS, c'est un espèce de fascisme bien marketé. Inversion d'épaule. Alors que côté BRICS, leur but, c'est de s'affranchir d'un dollar qui devient coercitif et bien sûr de mettre en place des échanges économiques balancés, équilibrés. Le rêve, quoi. Les moyens au niveau européen, c'est la corruption, la coercition, la subversion, les coups d'État, et on va le voir avec les différents conflits qui sont en train, en fait, de se développer, notamment les conflits électoraux en Europe. Il faudra qu'on y arrive rapidement, Thierry, maintenant. Oui. Donc, le résultat, alors que chez les BRICS, on a un dialogue et un financement et un respect de chacun des membres participants à cette association. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on va faire face à un effondrement total et une tiers-mondialisation de l'Europe. Alors que, de l'autre côté, ils cherchent à mettre en place une forme de rééquilibrage de puissance par le multilatéralisme. Voilà. C'est un avertissement sérieux. Alors,
Pour revenir à la coercition et la façon dont l'Union européenne préempte les relations avec ses partenaires. Il y a des exemples actuellement. Hein. On va prendre ça par l'exemple et surtout, on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est lié à une mentalité colonialiste. Ouais. Regardez ce qui s'est passé avec Néocolonialiste. Fico en Slovaquie, qui a subi une tentative d'assassinat parce qu'il ne voulait plus supporter le conflit ukrainien. On a Orban qui a fait face aussi à des tentatives d'assassinat. En Serbie, Vučić et Vulin, il y a le MI6 qui avait mis en place une tentative d'assassinat avec les Albanais. Regardez la façon dont Breton envisageait les relations de communication sur la plateforme de X, avec la lettre qu'il a envoyée à Elon Musk. Vous avez des élections qui ont été truquées en Moldavie, le renversement de pouvoir en Arménie, et d'ailleurs on va y revenir de manière très précise. Bien sûr, le coup d'État en Ukraine, la tentative de coup d'État pendant le sommet des BRICS en Turquie. Donc, on voit que ce sont des gens qui vous parlent de paix, qui vous parlent de démocratie, qui vous parlent de dialogue, qui vous parlent d'inclusion de ceci et cela, mais à la sortie, se comportent en fait comme un État terroriste. C'est du terrorisme démocratique. Voilà. Alors, dernièrement, j'ai entendu que von der Leyen avait fait la tournée des Balkans avec son chéquier, bien sûr, sur notre dos, en tout cas avec nos deniers, puisque les élections en Moldavie et Géorgie nous ont coûté 1,4 milliard de dollars. Alors, on ne peut pas soigner les gens en France, mais par contre, on va financer les élections dans des pays qui, de toute façon, n'apporteront pas grand-chose au niveau économique, ne serait-ce que des trous noirs. En Albanie, elle leur a donné 920 millions d'euros. En Macédoine du Nord, qui va être un énorme problème parce que la Bulgarie considère la Macédoine du Nord comme son propre territoire. Donc, arriver à associer la Bulgarie et la Macédoine, ça va être quand même un peu tendu. 750 millions de dollars. Serbie, ils leur ont proposé 1,5 milliard. Alors, ils ne sont pas arrivés à les assassiner, mais ils veulent les corrompre de telle manière à ce qu'on puisse absorber ce pays à l'intérieur de l'Union européenne. On n'oublie pas le Kosovo, qui est le berceau de la civilisation serbe. Et les Serbes, qui, d'un point de vue de la population, sont vent debout contre l'Union européenne après avoir été bombardés avec de l'uranium appauvri pendant la guerre en 92. C'est vrai. Le Monténégro, 380 millions d'euros. Alors eux, il y a quand même une population russophone à l'intérieur qui est considérable et qui joue la chèvre et le chou en récupérant les subventions, mais en continuant à distribuer le pétrole russe. Hein. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue global, Van der Goebel a décidé d'agrémenter le quatrième Reich numérique avec un certain nombre de pays, notamment la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Serbie, l'Albanie, et bien sûr, elle s'attaque à la Géorgie, à l'Arménie, de telle manière à ce qu'elle puisse constituer un bloc qui puisse, en fait, contenir la Russie. Oui, bien sûr, de toute façon, c'est du containment, on le voit bien. Oui. Oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il faut essayer de comprendre quel est le rôle que la Russie joue. Et pour ça, il faut regarder un petit peu les différentes diasporas qui constituent les États environnants qui sont susceptibles de déclencher des conflits. Vous avez par exemple en Ukraine, en Russie, vous avez entre 10 et 12 millions d'Ukrainiens. Vous avez 200 000 Juifs, vous avez 500 000 Arméniens et 500 000 Géorgiens. Donc ces gens-là font du business à l'intérieur de la Russie et permettent en fait d'alimenter leur pays en devises, qui fait que cette diaspora-là est pro-russe pour la raison suivante, c'est qu'elle leur permet de soutenir leur propre pays. Donc elle s'inquiète aujourd'hui, j'imagine, des visées européennes. Oui. En Israël, vous avez 1,5 million de Russes. C'est la raison pour laquelle la Russie joue un rôle de modérateur dans la région du Middle East, parce que sa propre population est exposée, bien sûr, aux conflits qui sont en train de se développer, et ce qui est quand même très grave.
Alors, quand l'Union européenne vous dit « Oh, vous vous rendez compte, le peuple ukrainien, comment il souffre, et ceci et cela », mais de quel peuple on parle? Est-ce qu'on parle véritablement d'un peuple ukrainien ou d'un peuple spécifique ukrainien? Puisque si on regarde la population ukrainienne, elle est séparée en différents blocs ethniques. Et si on voit qu'il y a entre 10 et 12 millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie, ce ne sont pas des gens qui sont des ennemis de la Russie. C'est parce qu'ils se considèrent comme le même peuple. Donc, il faut toujours regarder l'ethnologie qui est liée à ces conflits pour pouvoir les comprendre. Et l'Union européenne, elle, qui veut absolument absorber un bloc pour introduire cette nouvelle gouvernance mondiale, parce que l'Union européenne, c'est quoi? C'est un laboratoire à ciel ouvert qui permettrait par la suite aux globoligarques, en fait, d'instaurer cette gouvernance. Okay. Au niveau mondial, bien sûr. De toute façon, l'Europe n'existe que par son dépassement permanent, et ce, depuis le début. Voilà. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur le conflit dans le Middle East, qui est certainement plus dû à une histoire d'énergie qu'à une histoire de conflit civilisationnel. Alors voilà, 2 thèmes que je souhaite qu'on puisse encore aborder dans les 10-15 minutes maximum qu'il nous reste, Thierry Laurent Pelé. C'est la guerre de l'énergie, évidemment, qui se profile de plus en plus, qui existe déjà, qui existe, mais qui risque de s'amplifier. Et puis, on terminera sur les élections américaines et ses conséquences sur les relations internationales. Ok. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe en Israël et surtout en Europe, parce que le tout est lié. Sanctions à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Nos approvisionnements en gaz sont en train de s'effondrer, et depuis 3 ans. Si vous allez sur le site de Bruegel, vous allez vous apercevoir que en 2022, l'approvisionnement en gaz a diminué d'au moins 10-15%. En 2023, encore de 10-15%. Et aujourd'hui, on est encore à moins 10%. Et on a atteint les plus bas niveaux d'approvisionnement en gaz parce que le GLN, il faut le transporter avec des méthaniers. Les méthaniers ont une capacité limitée que ne peut pas, en fait, contrer un pipeline comme Nord Stream 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les économies européennes sont en train de s'effondrer parce que ce besoin en gaz est non seulement un besoin en énergie, mais surtout en matières premières. Si vous regardez BASF, le méthane est la base de la constitution de résine, d'engrais, etc., etc. Donc, on a l'industrie automobile qui est en train de s'effondrer, Volkswagen qui a fermé 4 usines cette semaine et dont le business model est en train de s'effondrer pour la raison suivante, c'est que, et j'ai travaillé chez Volkswagen pendant 2 ans, donc c'est une entreprise que je connais très bien. Ils avaient mis en place un mécanisme de vente à travers l'invitation de leurs clients sur le site de Wolfsburg, de telle manière à ce qu'ils évitent de payer le transport et les dealers. Donc, en fait, ils invitaient les clients au Ritz-Carlton, ça leur coûtait peut-être 400-500 $, mais par contre, ils économisaient en transport et en commission au dealership, qui fait qu'ils économisaient environ 3 à 4 000 € par véhicule, vous imaginez. Donc, aujourd'hui, que la production va être externe, eh bien, il va falloir rapatrier les véhicules et donc leur modèle va complètement s'effondrer. Si on regarde le problème d'Israël avec la bande de Gaza, qu'y a-t-il au large de la bande de Gaza? Il y a le champ Gaza Marine qui permettrait en fait une exploitation qui rapporterait entre 4 et 5 milliards de dollars par an. Or, l'Union européenne étant en déficit de gaz, si Israël arrive à mettre la main sur la bande de Gaza, elle pourra exploiter et se retrouver 4e au niveau production de gaz dans le monde. Et l'Union européenne serait absolument ravie de tout ça. Oui. Voilà. Et on a un petit peu le même problème en Azerbaïdjan, qui est d'une hypocrisie absolument épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'Azerbaïdjan, c'est la Russie qui vend son pétrole à l'Union européenne et à Israël, qui est le plus gros l'Azerbaïdjan, qui est le plus gros exportateur de gaz vers Israël, à raison de 40%. Donc, Israël a fourni les armes à l'Azerbaïdjan pour pouvoir se battre contre l'Arménie, alors que l'Union européenne fournissait des armes
à l'Arménie pour se battre contre l'Azerbaïdjan, alors que c'est leur propre producteur de gaz. Vous Et voyez, leur donc, propre fournisseur, oui. exactement. Donc, Mm. ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette Ah, affaire, cette espèce ouais. d'hypocrisie, Oui, euh, total. cette hypocrisie géopolitique qui fait qu'on utilise un pays à des fins personnelles, alors qu'en fait, la finalité est complètement autre. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais souligner quelque chose qui est extrêmement important. Vous vous rappelez que la Russie a démantelé une quarantaine de laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Tout à Et fait. il faut savoir une chose, c'est que c'est moi qui ai déclenché l'enquête au sein même du Pentagone avec certains de mes partenaires aux États-Unis pour découvrir le poteau rose. Et une enquête a été menée qui est significative, que j'expose d'ailleurs dans mon livre Ukraine entrepreneur espion, malgré lui. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que le DOD a transféré tous ces laboratoires en Arménie. Et Ah ils en bon? ont constitué, oui, ils en ont constitué 19, ce Aujourd'hui? qui a, ce qui a déclenché un scandale d'État absolument épouvantable. Actuellement en Arménie? Oui, oui. Et ils ont fait des tests sur certains virus, ils ont tué des gens, comme ça a été le cas en Ukraine, comme ça a été le cas en Géorgie, puisque le plus gros laboratoire d'armes biologiques, et bien avant l'Ukraine, c'était à Lougar en Géorgie. Il y a des partenariats qui avaient été montés avec le ministère de la Santé géorgienne et ils ont tué des centaines de personnes. Et ça a été passé sous couvert jusqu'au moment où une journaliste bulgare qui s'appelle Diliana Gaitianjeva, avec qui j'ai travaillé, a pu craquer la boîte email d'un des ministres et se rendre compte en fait de ce que le DOD avait développé dans ce pays-là. C'est certainement d'ailleurs une des raisons, avec bien sûr l'LGBTisme de Soros qui a transféré une partie des fonds qu'il utilisait en Europe vers la Centrale Asie pour pouvoir bien sûr la déstabiliser et faire en sorte qu'il soit absorbé par l'Union européenne. Parce que quand vous avez des sociétés culturelles et traditionnelles comme ça, imposer le modèle LGBT, ça ne marche pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les élections. La Géorgie a refusé ce modèle et a maintenu l'opposition au pouvoir. Et il faut savoir une chose, c'est que au cadre de l'Union européenne, s'est déplacé en Géorgie et a demandé à un ancien ministre, un premier ministre géorgien, de déclencher un conflit contre la Russie, comme ça a été le cas avec Saakashvili dans les années 96, il me semble. Non, dans les années 2000. Oui, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, vous êtes tant de millions, vous tiendrez bien pendant 4 jours. Ouais. Non, mais vous imaginez le C'est délire. énorme. Ils ont déjà perdu l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord, l'Ossétie du Sud, pardon. Il était temps d'arrêter. Et il faut savoir une chose, c'est que la Géorgie, c'est un petit pays. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 millions d'habitants. Qui sont leurs clients? Ben, c'est la Russie. Ils fournissent le cognac, ils fournissent le vin, ils fournissent l'eau, la borjom. Et bien sûr, je crois que les touristes majoritaires sont russes. Je connais bien la Géorgie parce que quand j'habitais en Ukraine, je prenais l'avion, j'allais skier le week-end là-bas. Donc c'est un pays que je connais bien et on comprend un petit peu les interactions que ces deux blocs peuvent avoir. Et un petit pays comme ça doit composer avec avec le géant qui a ses frontières. Donc, de dire que la Géorgie doit s'associer à l'Union européenne est complètement ridicule parce que, un, c'est en Asie centrale, deux, il n'y a pas de liaison avec l'Europe, trois, il y a la Turquie au milieu qui veut faire partie des BRICS et qui fait qu'il y a une espèce de ceinture qui va se constituer et qui montre que ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Voilà. Alors, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, je ne sais pas s'ils vont arriver à pouvoir s'entendre pour la raison suivante. C'est que vous avez une partie de l'Azerbaïdjan qui est complètement séparée par une bande de terre qui appartient au territoire Le fameux corridor, oui. Voilà. Et ce qui fait que je pense que ça sera toujours l'objet de friction. Après le Haut-Karabakh, et il devrait faire en sorte d'échanger des parties de territoire de telle manière à ce que l'intégrité territoriale soit continue en fonction des frontières. Vous voyez ce que je veux dire?
Mmh. Voilà. Mmh. Alors, Mais on là, a parlé. il y a un conflit larvé parce que la Turquie veut essayer d'avoir un lien direct avec l'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas le cas. Vous avez l'Iran qui est là aussi, hein, comme acteur majeur de cette zone, de cette région du monde, qui, à mon avis, est bloqué pour l'instant. Après les élections américaines, on verra. Hmm. Alors, la raison aussi pour laquelle cette région est complètement déstabilisée, c'est que la Russie a établi un corridor sud de la route de la soie. Et donc, de déstabiliser la région empêcherait en fait les échanges entre l'Afrique et l'Asie. En tout cas, le long de ce corridor. Et il faut savoir une chose, que l'Union européenne a fait une bêtise absolument colossale avec ces histoires de sanctions, en tout cas en regard de la route de la soie, puisque avant, on traversait la Russie, on allait directement en Biélorussie et en Pologne, ce qui fait que les trajets étaient extrêmement courts, et par le train, puisque c'est la société UTLC qui gère ça, alors qu'aujourd'hui, ils sont obligés de se dévier à partir du Kazakhstan vers la mer Caspienne, de charger des bateaux pour arriver en Azerbaïdjan, ensuite par le train traverser jusqu'en Géorgie, recharger les containers sur des bateaux pour arriver soit en Roumanie, soit en Bulgarie. Mais ça devient du délire complet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un transbordement, il y a un coût associé. Savoir une chose, c'est qu'un Rich Tacker, c'est une machine qui transfère les containers. Chaque fois qu'elle attrape un container, c'est 60 euros. Donc, si vous faites 4 à 5 transferts, non seulement vous perdez du temps, mais ça vous coûte un argent, un pognon de dingue, comme dirait Macron. Hein. Voilà. Un pognon de dingue, ça c'est clair. Alors, je voudrais me focaliser un petit peu sur ce qui se passe en Moldavie, en mettant de côté pour l'instant la Serbie. Normalement, là, il va falloir vraiment conclure, et je veux conclure sur les États-Unis. Donc, vous avez dit 1 heure, Thierry, on l'a déjà dépassé, on vient juste de le dépasser. Donc, vraiment, très peu de temps sur la Moldavie, et après, on conclut, si vous voulez bien. D'accord. Alors, la Moldavie, ça va être le futur point chaud de l'Union européenne. Pour la raison suivante, c'est que Sandu, qui a été parachuté après, bien sûr, la tentative d'assassinat sur Dodon, que j'ai rencontré d'ailleurs en 2017, elle a vendu tous les assets d'infrastructure supply chain à des oligarques roumains. Elle empêche la langue russe alors que au moins 23% de la population parle russe. Elle empêche l'orthodoxie. Elle a mis en place des sanctions économiques aux frontières pour pouvoir asphyxier pas la Transcarpathie, la Transnistrie, qui est pro-russe. On a 1 demi-million de Russes qui sont littéralement étouffés à l'intérieur de ce pays. Et bien sûr, la Gagaouzie dans le sud, qui elle est pro-russe et ne veut pas entendre parler de l'Union européenne. Donc, quand on regarde le résultat des élections, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en ayant coupé les relations avec la Russie, eh bien, les gens meurent de froid pendant l'hiver, se font ruiner à cause du coût de l'énergie. Et en plus de ça, le plus gros consommateur de produits de l'agriculture moldave, c'était la Russie. Donc aujourd'hui, tous les fermiers de Moldavie, et c'est un pays agricole, sont en train de mourir de faim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections? On regardait les résultats à 2 heures du matin, il y avait 55% de oui, et d'un coup, à 2 heures aux États-Unis, passe à 55% de non, et à 2h30 du matin, on a un renversement de situation avec plus de 5,5% pour arriver à un résultat positif limite. Et là, il va y avoir friction. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une contestation des élections qui peut terminer, bien sûr, en conflit, comme on l'a vu en Ukraine, c'est-à-dire une guerre civile. Et ce qu'essaye de faire Sandu, c'est de faire absorber la Moldavie par la Roumanie de telle manière à ce qu'elle fasse partie de l'Union européenne, mais surtout de l'OTAN, afin de déclencher un conflit direct avec la Russie
du fait de la Transnistrie. Donc là, Sachant que nous, en France, nous, les Français, en plus, on a les légionnaires qui sont là-bas. Hein. On est en première ligne. Ce qui explique que depuis le début, Macron, quand il avait je me rappelle toujours cette anecdote avec le verre de whisky à la main où il explique qu'on va envoyer les gars à Odessa. Il pensait à ces soldats qui sont en Roumanie, qui passent par la Moldavie et qui traversent. Et là, vous regardez une carte, vous allez tout de suite comprendre ce qui va se passer. Si en effet, ce genre de situation évolue dans le sens que vous définissez, que vous prédisez, Thierry. Ouais. Alors, entre nous, si la Russie veut isoler complètement la région d'Odessa avec la Roumanie, il y a 2 ponts à faire sauter. Vous faites sauter ces 2 ponts, c'est terminé. Comme c'est une région très marécageuse dans l'ouest d'Odessa, que je connais bien, mais j'y ai habité 3 ans, je peux vous garantir que vous n'allez pas faire passer un char là. Hein. C'est impossible. Voilà. Donc, et pareil pour le nord d'Odessa, puisque vous avez une région marécageuse et de lacs avec un pont qui passe sur l'autoroute. Vous faites sauter ce pont, c'est terminé. Odessa est complètement isolé. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'en Ukraine aujourd'hui, et surtout dans la région d'Odessa, vous avez les résistants assimilés à nos résultats à nous, nos résistants à nous pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en train de mener une guerre interne aux bandéristes qui est terrible. Vous avez par exemple les recruteurs qui se font soit assassiner, soit tabasser. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont imposé une anticulture de la culture russe à Odessa, qui est une ville russe. Et donc, de ce fait, je peux vous dire une chose, c'est que si des factions militaires, quelles qu'elles soient, venaient à pénétrer Odessa, ils auraient un accueil qui serait plus que froid. Vous voyez ? Alors, pour conclure cette interview, vous avez fini, Thierry, sur la Moldavie, ce que vous vouliez dire. Oui, tout à fait. Très bien. On pourrait en dire plus, mais bon, on n'a pas le temps. On en reparlera une autre fois. Par contre, ce dont on va parler cette fois-ci, eh bien, on en reparlera peut-être aussi. Vous serez parmi, si vous le souhaitez, parmi les invités, puisque mercredi, je le rappelle pour nos internautes, nous ferons une émission spéciale tôt le matin, en espérant qu'on aura déjà les résultats, parce que si on les a dès 6-7 heures, on sait, mercredi matin, aux États-Unis, que ça voudra dire que Trump a une large avance. Si tel n'est pas le cas, on le saura plus tard dans la journée, espérons-le. Mais en tout cas, nous ferons une émission spéciale, peut-être jusqu'à 11h midi, pour voir les résultats avec nos différents analystes. Et vous serez évidemment conviés, si vous le voulez, mon cher Thierry. Et j'aimerais donc qu'on termine sur l'incidence des élections américaines dans la marche du monde futur. Alors, de ma perception et de toutes les discussions que je peux avoir depuis un certain temps en regard de ces élections, et Dieu seul sait que j'ai des conversations avec des gens qui sont quand même haut placés, Harris n'a absolument aucune chance. Les gens qui parlent anglais, à la loyale. Oui, exactement. Les gens qui comprennent l'anglais, et Dieu seul sait comme parmi nos médias, la médiocrité de nos médias, on ne risque pas de trouver qui que ce soit qui puisse être suffisamment objectif pour comprendre ce qu'elle raconte. Cette femme est d'une nullité crasse absolument épouvantable. Mais vraiment épouvantable. Elle l'utilise. Vous savez qu'un de nos intervenants, Thierry, vous savez, Thierry, qu'un de nos intervenants qui est sur les chaînes d'infos en continu et qui vient aussi nous informer, leur a d'ailleurs posé la question à tous ces journalistes, mais est-ce que vous comprenez l'anglais ? Est-ce que vous écoutez un peu ce qu'elle dit ? Et hors micro, ils admettent ce que nous sommes en train de dire. Ben oui, parce que c'est absolument épouvantable. Épouvantable. Elle ne sait pas articuler un concept politique, elle ne sait pas articuler une phrase sans faire des fautes absolument épouvantables. Elle rit pour un oui, pour un non de manière stupide, alors qu'en fait, l'humour, c'est la preuve d'une intelligence. Vous voyez ? Et là, quand on voit, dès qu'on lui pose une question un petit peu technique, en regard de l'économie, comment redresser les finances américaines, mais elle s'effondre parce qu'elle ne sait rien dire. Elle ne sait rien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a été choisie. Parce que l'État profond, aujourd'hui, est aux manettes avec Harris et se dit, ça, c'est une bonne aubaine parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, à ce propos, je voudrais conclure avec une petite phrase qui m'a été dite hier et par un ancien juge fédéral.
Il m'a dit, quand Trump va être élu et qu'il remettra les pieds à la Maison-Blanche, alors là, attachez vos ceintures parce que ça va bouger. Il faut savoir une chose, c'est que les dernières élections ont été basées sur une fraude massive qui a donné lieu, et ça c'est une information que personne ne peut avoir, et qui m'a été donnée par des militaires. Vous avez une société qui s'appelle Dominion en Allemagne qui hébergeait tous les serveurs supportant les votes électroniques. Le 750e bataillon de l'armée américaine a déboulé chez Dominion pour récupérer les serveurs. Et il y a eu une bataille rangée entre la CIA et ce bataillon. J'avais entendu parler de l'information à l'époque. Voilà. Ça m'a été confirmé par un général américain. Okay. Donc, ils n'ont pas pu prouver la fraude. Et Donald Trump a compris qu'il va falloir mettre en place une équipe solide, soudée, et qui soit alignée sur la politique qu'il veut mettre en place, anti-globaliste. Il ne veut pas entendre parler des CBDC. Il veut redresser les finances des États-Unis. Il veut faire en sorte que la classe moyenne puisse avoir une vie équilibrée sans avoir à courir après les jobs. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, vous avez une personne sur 3 qui a entre 2 et 3 boulots pour pouvoir pallier à l'aspect financier de leur living. Et donc, de ce fait, c'est un type qui a compris que l'État profond faisait tout ce qui était possible en son pouvoir pour pouvoir contrer sa politique interne, et il veut nettoyer une fois pour toutes le swamp, parce que de toute façon, il n'y aura pas de troisième mandat. Donc, de ce fait, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va avoir des surprises, et les gens à la tête de l'Union européenne vont se faire secouer de manière significative. Maintenant, si c'est Harris qui passe avec des fraudes, j'ai bien peur que ça termine en guerre civile. Parce que le potentiel est sur la table. Voilà. Ouais, on est parfaitement d'accord avec tous ces points, on est raccord. Merci beaucoup Thierry Laurent Pelé, dont je rappelle en effet le livre principal, Ukraine, entrepreneur espion malgré lui. Rappelez-moi l'édition. Alors, vous le trouvez chez Amazon, chez la Fnac en ligne et chez Bookelis, puisque je suis en auto-édition, et je suis en train de travailler sur un nouveau livre qui va s'appeler L'effondrement de l'Occident, et je suis en train de faire l'évaluation des coûts des sanctions de telle manière à ce que nos auditeurs puissent intégrer complètement ce que ça nous a coûté et quel niveau d'hypocrisie a été mis en place au niveau communication pour nous faire avaler la pilule. Et d'ailleurs, à ce propos, je veux souligner quelque chose, c'est que l'effondrement économique qui a été mis en place, je pense, a été voulu de telle manière à ce que la BCE puisse introduire la CBDC. Voilà. D'après, oui. C'est mon sentiment le plus profond. Je commence à en avoir certaines preuves, et c'est la raison pour laquelle je travaille sur ce livre. Ben merci beaucoup Thierry Laurent Pelé, et donc peut-être à mercredi, et sinon de toute façon à très bientôt. On profitera autant que c'est nécessaire, si vous le voulez bien, de votre expertise sur tous ces sujets mondiaux et géopolitiques. Un grand merci pour votre participation. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Merci, c'est réciproque. À très bientôt. À très bientôt. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.